Salut Opaline, donc bienvenue pour cette nouvelle année au Mont-Héron. On cultive là 4000 m² au Mont-Héron dans la Sarthe. On est en maraîchage diversifié, donc on fait une quarantaine de légumes, livraison 90% en AMAP et 10% et 20%, enfin 15% dans une épicerie associative qu'on a créée dans le village. Voilà, et donc donc on va parler un petit peu des évolutions par rapport à l'année dernière, notamment la grosse. On est toujours en non-travail du sol total. Donc en 3e année, et après avoir démarré sur prairie. Et donc c'est vrai que l'année dernière on avait beaucoup utilisé la paille, on avait beaucoup cultivé sur paille de blé. Et c'est vrai que cette année on a quasiment arrêté, pas à 100% parce que des fois on a un petit peu besoin de recouvrir les planches, mais donc on a arrêté. Alors pourquoi on a arrêté? C'est plus par rapport au fait à la fois idéologique et puis à la fois aussi en temps de travail et en pratique, parce que c'est vrai que la paille ça a des gros avantages mais ça a aussi quelques inconvénients. Et c'est vrai que en fait le gros des avantages, c'est en fait c'est un transfert de fertilité. En fait on transfère la fertilité d'une parcelle et on l'amène sur notre parcelle. Donc du coup on pourrait dire c'est peut-être pas mal que finalement cette paille reste dans la parcelle d'où elle vient. Et puis aussi en termes de praticité, parce que c'est vrai que en fait, on calcule beaucoup les temps de travaux ici. Chaque planche de culture, voilà, on marque tout. Et c'est vrai que, alors c'est pas très long de recouvrir une planche de paille. Nous, les planches font 25 mètres de long, donc ça met à peu près 15 minutes. Mais après, c'est plus le temps de plantation, parce que donc, comme je vous expliquais l'année dernière, j'utilisais le plantoir que j'utilise toujours pour certains types de cultures. Mais c'est vrai qu'en temps de travail, c'est assez long. Donc cette année, on est plutôt parti sur des semis directs avec mon semoir monorang là. Parce que évidemment semer une planche de betterave avec un semoir c'est beaucoup plus rapide que de planter des plants, même si après il faut désherber. Alors du coup il a fallu réapprendre un peu à désherber, et bon c'est pas désagréable, mais c'est vrai que après en temps de travaux on gagne un petit peu, mais surtout ça permet surtout, et là on va en parler, c'est une première notion, c'est d'intégrer les engrais verts relais, c'est-à-dire qu'on va semer des engrais verts dans les cultures. Et c'est vrai que quand on a la paille, le problème c'est que la paille nous gêne quoi. L'année dernière par exemple on a semé pas mal de couverts dans les cultures, dans la paille, mais du coup ça a pris beaucoup de temps de travail quoi, parce qu'en fait il fallait semer les graines sur la paille, après secouer la paille pour que les graines aillent en dessous. Donc ça a marché, mais en temps de travail c'était quand même assez long quoi. Donc cette année on est plutôt parti sur un système où on va intégrer les engrais verts dans les cultures, notamment au printemps. Par exemple, voilà, tous les premiers semis primeurs, c'est tout ce qui est, on va semer des trèfles dans des épinards, on va semer des mélanges de couverts dans des pois primeurs, on va aussi semer dans des betteraves, dans des courges, enfin bref, on a essayé plein de choses cette année, avec des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas du tout marché. Et l'autre principal inconvénient de la paille, c'est qu'effectivement en sortie d'hiver, là on arrive au printemps, là le problème c'est que quand on plante effectivement dans de la paille en sortie d'hiver, le sol est extrêmement froid, la paille joue isolant thermique, et donc là c'est un vrai problème pour nous maraîchers, parce que les légumes primeurs c'est quand même assez stratégique. Il faut qu'on sorte des légumes assez tôt, parce que les gens en ont marre de manger des navets, des betteraves et des courges, donc ils sont assez impatients d'avoir des petits pois tout frais. Donc du coup c'est vrai que la paille, le problème c'est que elle retarde le réchauffement du sol, et du coup le problème c'est que si on plante dans de la paille en sortie d'hiver, le légume pousse quasiment pas, et c'est là qu'interviennent les problèmes quoi. Donc du coup là il faut retirer la paille, et là c'est encore du temps de travail, donc donc c'est un peu un autre inconvénient. On avait montré effectivement les cultures sous paille. Après donc on a semé les engrais verts dans les cultures, dans la paille. On a effectivement secoué la paille. Les couverts se sont développés dans les cultures de manière assez lente à l'automne. On a ramassé les cultures pendant l'hiver, et après donc au printemps les couverts se sont développés quoi. Et donc là on peut voir d'ailleurs, ça c'est une planche où c'est le cas. Donc là en fait c'était un mélange seigle velu. Donc là on a planté du physalis dedans. Alors le problème avec cette technique là, il faut vraiment que l'engrais vert soit semé tôt et qu'il soit très homogène quoi. Parce qu'effectivement dès qu'on a des endroits où ça lève mal, du coup l'engrais vert fait peu de biomasse, et là on peut avoir des problèmes d'enherbement quoi. Donc là ça peut être le cas par exemple, vous voyez, donc là on a le mulch du couvert
donc qui a poussé cet hiver là et au printemps, donc qui a explosé au printemps. Et vous voyez par exemple à certains endroits il y a quand même de l'enherbement quoi, hein. C'est là où effectivement le couvert s'est peu développé. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir un beau couvert. Donc du coup pour avoir un beau couvert il faut le semer tôt, et surtout pour avoir un bon effet sur la gestion des mauvaises herbes, il faut que le couvert végétal se développe assez. Alors en général on dit il faut qu'il produise 7 tonnes de matière sèche hectare. Alors comment, Opaline, comment évaluer sa quantité de biomasse, hein, tu sais. Alors, en fait il y a un moyen... La surface de la planche. Et alors il y a un moyen tout simple en fait, c'est qu'en général on dit il faut qu'un couvert soit, si un couvert est à peu près homogène, si tu arrives au genou, en gros il fait à peu près 3 tonnes de matière sèche. Si tu arrives à la hanche, tu à peu près hein, c'est vraiment une fourchette assez globale. Donc 6 tonnes de matière sèche au niveau de la hanche, tu arrives à 9 tonnes à l'épaule et à 12 tonnes au-dessus de la tête. Moi je fais 1,80 m. Donc pour avoir un bon contrôle sur les mauvaises herbes, en général on dit qu'il faut que le couvert végétal il ait atteint au moins 7 tonnes, c'est-à-dire qu'il arrive à peu près là quoi. Le mieux étant quand même 9 tonnes. Quand tu arrives à 9 tonnes au moins, tu es quand même plus sûr quoi. Et c'est vrai que dans ce cas-là, si le couvert est homogène, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose qui est assez propre quoi. Voilà. Là c'est un peu le cas par exemple ici, tu vois, il n'y a vraiment quasiment pas de mauvaises herbes. Donc c'est assez efficace. Donc là ce mélange là c'est un mélange seigle velu, c'est un peu moi en plein champ c'est mon meilleur mélange. Après on pourrait effectivement le compléter avec de la facélie, avec du trèfle incarnat, avec d'autres choses qui arrivent en floraison à peu près à la même époque, au printemps là. Et donc nous en fait pour le détruire, comme on n'est pas mécanisé ici, on le roule avec une palette en fait, et on met une bâche d'ensilage entre 10 et 15 jours et ça suffit pour le tuer quoi. Parce qu'après ça, dans l'idéal il faudrait avoir les fameux rouleaux FACA là, ces fameux rouleaux avec des lamelles en métal qui écrasent le couvert. Mais c'est vrai que quand on n'est pas mécanisé, là ça devient manuel. Alors effectivement nous on a essayé avec des barres en métal en écrasant avec notre propre poids, mais moi je ne fais que voilà 60 kg et c'est pas assez quoi. Les rouleaux FACA en général ils font entre 400 et 500 kg par mètre pour être sûr vraiment de détruire le couvert quoi. Donc du coup bon bah nous on n'a pas 400-500 kg sur place. Enfin il faut être plusieurs, sinon je pensais on pourrait aussi penser tu sais aux patins à glace hein. Tu prends des patins à glace là dans ton jardin, tu écrases ton couvert voilà, parce qu'au moins 60 kg sur 20 cm, bah t'es quasiment x 5 300 kg au mètre, tu vois, donc ça serait presque... Après bon c'est un peu long, ça serait un peu long après. Tu vois là, c'est un autre exemple, là on a planté des choux dans le fameux couvert sec velu. Alors c'est vrai que quand on voit la planche, on se dit merde c'est un peu sale, mais après quand on regarde bien un peu le type de mauvais arbre qui se développe, là on n'a quasiment pas d'annuel. C'est que du pissenlit, parce que nous on a un gros problème dans notre parcelle, c'est le pissenlit, et le pissenlit c'est une vivace, ça peut vivre jusqu'à 13 ans. Et le pissenlit te traverse un mulch de 50 cm s'il veut quoi. Donc là du coup bah, le pissenlit, voilà, si on regarde bien, tu vois, toi Opaline, tiens, le là par exemple, tiens, lui traverse sans problème le mulch quoi. Donc c'est quand même, voilà, un inconvénient. Bon tu me diras, on aura eu le même problème avec la paille de blé qu'on aurait amené, mais voilà. Donc le gros problème avec cette technique là en bio, c'est qu'on n'a pas moyen de gérer les vivaces quoi. Donc ça c'est un gros problème. Voilà, donc c'est vrai que là ça aurait été plus efficace de mettre de la bâche plastique. Mais nous quand même l'objectif c'est d'utiliser zéro bâche plastique. Donc on y arrive à peu près, mais au prix d'un enherbement voilà, comme celui-là par exemple. Donc là, à part prendre ses petites mains et l'arracher, il n'y a rien d'autre à faire, en gros. Ou alors il faudrait mettre effectivement une bâche plastique pendant un an peut-être. Donc voilà, donc du coup en bio, c'est vrai qu'on n'a pas trop de moyens de gérer les vivaces. Et donc ça c'est un point. Et l'autre point c'est par rapport à la fertilisation, parce que c'est vrai que un couvert de vesse velue, c'est vrai que par exemple le vesse velue en pur peut t'amener quand même 250 unités d'azote sur ta planche, donc c'est quand même pas mal. Là on est dans le cas où on est dans un mix seigle vesse velue. Donc là, alors ça dépend des gens, certains disent que vaut mieux tabler sur 0 azote disponible pour la culture, en se disant que bah oui c'est vrai que le seigle, comme c'est très carboné, bah, toute l'azote qui a été absorbée par la vesse va être utilisée pour digérer ce seigle. Et ça aide dans d'autres essais, on peut voir que dans un mélange comme ça, 50-50,
il peut y avoir jusqu'à 50-80 unités d'azote disponibles pour la culture. Mais c'est vrai que nous, on préfère partir sur 0, comme ça au moins on est sûr d'avoir des légumes, quoi, hein. Parce que nous, on a quand même un objectif final qui est de remplir des paniers. Donc voilà, et puis au pire des cas, bah, l'azote qui a été effectivement absorbé par le couvert, de toute façon il sera utilisé vu qu'il y a une grosse quantité de carbone à digérer, quoi, hein. Donc voilà. Donc tu pars sur 0, c'est-à-dire tu estimes que l'azote de la vesse est consommé pour digérer le seigle. Ouais. Et donc comment tu fertilises? Et bah du coup j'amène, là nous on prend du fumier de poule en fait. Donc on plante, en fait sur chaque plant, dès qu'on va planter par exemple le plant de chou, bah là on va mélanger du fumier de poule dans le trou en fait, au niveau du trou, quoi. Alors donc là en fait, du coup là on essaye aussi pas mal les couverts permanents. Donc là on travaille avec des semenciers pour voir, voilà, essayer d'élaborer des mélanges sympas. Ça c'est un mélange de trèfle souterrain, donc qui fait peu de biomasse. Donc ça c'est Semences de Provence, c'est Ferticover. Donc c'est quand même, c'est intéressant. Alors là on a fait des essais de semis d'haricots. Alors effectivement c'était peut-être pas la meilleure culture à essayer parce que c'était une légumineuse. Donc là on est sur 2 légumineuses, donc niveau complémentarité c'est bof. Mais bon, c'était quand même pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Là on a semé en même temps. On a semé en même temps ah non, on a semé un petit peu décalé, je crois, 15 jours, 3 semaines. Ouais. On a semé le couvert et après on a semé la culture. Donc alors effectivement là on peut se dire qu'il y a eu un peu de compète, notamment au niveau de la lumière, hein. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des haricots, hein. Enfin, tu peux regarder, tu vois. Mais là, par exemple, dans ce cas-là, je pense que la complémentarité est pas au top, quoi, hein. On a clairement pas assez de. On a un peu d'haricots, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément formidable. Je pense que voilà, ce type de mélange-là, faut l'utiliser avec des plantes qui montent haut. Du coup, je pense que tout ce qui est légumes d'été, hein, ça marche pas mal. Ce qui est bien avec ce mélange, c'est que du coup, il se développe très vite. Là, on n'a quasiment pas désherbé, hein. On peut voir, il y a un peu de kénopodes qui ressortent. Je suis passé une fois 5 minutes, mais c'est un mélange qui est intéressant quand même. Il y a un peu de kénopodes, mais voilà, ça pousse très vite. Et le gros avantage, bah, voilà, là on est vraiment sur un couvert vivant. Donc là on a 100% de chlorophylle, 100% photosynthèse. L'idéal, ça serait de pouvoir réussir à développer des légumes là-dedans. Moi je pense que ce type de couvert là, donc ça peut effectivement s'essayer en couvert permanent. Il y a d'autres essais qui sont en cours. Je sais qu'il y a l'INRA qui a essayé un mélange avec de la fétuque rouge, du raie gras, du Dichondra repens et du trèfle. Et ils ont eu des résultats intéressants, hein, pour des plantations de salade ou de céleri. Mais c'est à confirmer, hein. Là on est vraiment qu'au début de ce type d'essai. Ce type de mélange c'est bien, ça couvre le sol. Moi je pense qu'il faut plus le voir comme un moyen de gérer les mauvaises herbes, voilà, par du végétal et pas par du désherbage mécanique. On couvre le sol, on fait 100% photosynthèse, on apporte un peu d'azote. Un mélange comme ça va apporter 10 à 20 unités, c'est toujours ça d'amener. Mais voilà, surtout voilà, on injecte du carbone sous forme liquide dans le sol. Et si on arrive à produire des légumes en même temps, bah là c'est vraiment le top de la technique, je pense. Mais après, je pense que ce type de couvert-là, il faut le voir plutôt... parce que c'est vrai que ça fait des racines, ça structure le sol, mais c'est pas non plus, vous voyez, le couvert végétal que j'ai fait avec du vase velu ou du seigle qui arrive à 2 mètres de haut, où là on fait 1 mètre de racines, quoi. Là, avec ce type de couvert-là, on va faire, je sais pas, peut-être 20 cm de racines. Donc faut faire gaffe, faut peut-être pas utiliser ça plus de 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, il y a peut-être un risque voilà, d'affaiblissement de la vie du sol en profondeur, quoi. Parce que le problème avec les légumes, c'est qu'on a des plantes qui ne font pas beaucoup de racines, quoi. Et nous, l'intérêt justement d'intégrer des couverts végétaux, c'est qu'on va faire de la racine, quoi. Donc si on fait de la racine, on fait du sol, on fait de la matière organique. C'est pour ça que les céréaliers et les maraîchers doivent collaborer sur leur technique. Voilà, pour échanger là-dessus, c'est clair. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est bien, voilà, vraiment dans l'optique gestion de l'enherbement, on injecte, on stimule la vie du sol, on injecte un peu de carbone sous forme liquide. Et j'ai essayé sous serre cette année, et le problème c'est que, alors ça normalement c'est un mélange qui se sème plutôt à l'automne.
ou alors en début de printemps. Et moi j'essaie de le semer dans les serres, dans les tomates, dans les aubergines, tout ça. Et c'est vrai que je les semé je crois en avril-mai, et là déjà je pense qu'il faisait déjà trop chaud. Donc ça a mal levé quoi. Donc je pense que si, voilà, si on veut l'essayer sous serre, faut le semer je pense assez tôt quoi. À mon avis pas après le mois de mars. Nous on avait aussi essayé du lotier, on a essayé aussi le dicondra, tout ça, mais c'est vrai que ça a mal levé, je pense qu'on l'a semé trop tard tout ça, donc mais à essayer. Enfin franchement moi ça me plaît bien, tu vois, ça fait quand même je sais pas 30 cm de haut, et je pense sous les tomates ça peut être pas mal quoi. Au niveau de la compétition là je pense qu'il y aura que dalle quoi. Donc là en fait on est dans la serre, culture de tomates. Donc là comme je disais, on essaie quand même de développer cette technique de culture relais. Alors là c'est un peu spécial parce que là en fait c'est la culture principale qui devient un couvert. Ça marche vraiment très bien avec la jeune pousse, tout ce qui est méclin sous serre. Donc là c'était du méclin qu'on a semé à l'automne et qu'on a récolté tout l'hiver. Et c'est vrai qu'au printemps du coup il se met à monter très haut quoi. Là on arrive quasiment à 6 tonnes de matière sèche. 6-7 tonnes. Ce sont des crucifères, donc ça, du coup ça absorbe beaucoup l'azote. Et donc ça monte très haut. Donc voilà, je dirais 6 tonnes. On a couché le méclin hein, à fleurs et on a planté les tomates dedans. Et ce qui est bien, c'est que du coup ça fait un couvert qui est très propre quoi. Donc là par contre, là tu es obligé d'amener de la fertilité parce que là, lui le couvert il a beaucoup pompé dans le sol. L'idée c'est que là on a produit la paille avec la culture quoi. Et tu vois, ça fait un truc qui est très propre. Là, on n'a pas désherbé du tout, là. Pas du tout, tu vois. Donc, c'est pas mal. Là, voilà, vraiment, là, l'idée, on a produit la paille sur place. Là, c'est qu'une monoculture, finalement, de couvert. Ce n'est qu'une crucifère. L'idéal, en fait, serait de la recharger en légumineuse. Alors, du coup, c'est ce qu'on a essayé en plein champ. Pour les semis de printemps, on a semé le méclin avec du trèfle incarnat, tu vois. Donc, ça a marché parce qu'effectivement, on n'a fait qu'une seule coupe. On a eu deux modalités, une où on a semé le trèfle incarnat avec le méclin en même temps. Donc là on a ramassé une première coupe, le trèfle lui pousse en dessous, parce que le méclin pousse beaucoup plus vite quoi. Quand on a fait qu'une seule coupe ça a été parce qu'après donc là effectivement s'il aurait fallu faire une deuxième coupe, le trèfle nous aurait gêné. Donc du coup je pense que dans cet itinéraire là il faut donc semer le trèfle je pense après peut-être une deuxième coupe pour être sûr de ne pas être gêné quoi. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'après, on a vraiment un couvert avec deux espèces, crucifères légumineuses, et on sait bien que ces deux espèces-là, elles marchent bien ensemble. Et donc voilà, je pense que ça, c'est assez calé. On restera l'année prochaine avec d'autres espèces, mais voilà. Donc là, du coup, on est vraiment dans l'idée où finalement, la culture devient un couvert, quoi. On a fait pareil avec les petits pois. On a semé les petits pois et les fèves avec des couverts aussi. Et donc là il y avait différents mélanges quoi, avec les petits pois, il y avait la facélie, il y avait, enfin je regarde toutes les espèces, mais là il y en avait au moins 8. Quand on est dans ces itinéraires là où on sème l'engrais vert avec la culture, faut vraiment, la clé c'est évidemment contrôler quoi, pour pouvoir faire en sorte que la culture prenne le dessus. Là on a semé les carottes et je crois un mois après on a semé du trèfle incarnat. Bon alors moi du coup je déconseille un peu. Alors c'est magnifique, hein, c'est très beau à voir. Par contre là pour le coup on perd en temps de récolte quoi. Parce que le trèfle incarnat nous gêne. Ce qui est bien c'est qu'il peut lui quand même voilà, couvrir le sol là où par exemple il y a des carottes qui n'ont pas levé, ou ça évite justement que la planche s'enherbe. Mais après c'est vrai que la carotte je pense qu'il vaut mieux la semer serrée quoi, et sortir beaucoup de carottes au mètre carré plutôt que d'essayer de semer des couverts dedans qui vont être un peu faiblards. Là je veux dire, tu vois là regarde ce qu'on a sorti là, ça nous fait un beau mulch quoi, tu vois. Donc t'as le trèfle, t'as les fans de carottes, après tu peux ressemer là-dedans, mais c'est vrai que je trouve qu'en termes de temps de travail à la récolte on perd un peu trop quoi. Donc voilà, moi je pense que les carottes, je pense pas que je vais continuer les couverts dans les carottes. Donc là tu vois, donc comme je disais, on a semé les couverts en même temps que la culture, justement pour se passer de plastique. On a semé les courges et les courgettes en même temps que le couvert à base de légumineuses. Alors il y avait de la veste velue, du lupin, de la févrole,
de la facilité, etc. Et dans ce cas-là, les deux ont poussé à peu près de la même vitesse. Et là, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai passé le rotofil pour broyer le couvert, pour faire en sorte que justement la culture prenne le dessus, quoi. Donc là, c'est ce qui est arrivé. Tu vois, j'ai broyé la semaine dernière. J'espère que le couvert va amener de l'azote à la culture pendant son cycle, quoi. C'est un peu l'objectif aussi là. Couvrir le sol, faire de la photosynthèse. Et puis aussi avoir quelque chose qui soit assez beau visuellement, parce que c'est quand même assez important. Moi, c'est quand même principalement pour ça que j'arrête le plastique. C'est vrai que ça fait quand même des belles planches, quoi. Là, juste avant que je broie au rotofil, il y avait beaucoup de fleurs, il y avait beaucoup de bourdons, beaucoup de vie, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même, quand tu arrives après dans ton jardin, ça fait plaisir d'avoir des belles planches, quoi. Tu vois. Maintenant, je cultive aussi sur un autre site chez ma mère là. Et là-bas, j'ai des gros tracteurs, donc du coup là-bas j'ai semé des courges dans du seigle roulé, rouleau faca, et c'est vrai que dans ce cas-là, comme je disais, il a fallu encore ramener de la fertilité parce que dans un couvert de seigle roulé, là tu as zéro azote, quoi. Donc là tu es obligé d'amener la fertilité normale. Alors que là tu peux peut-être te dire, voilà, dans ce cas-là, mon couvert va m'amener sûrement un peu d'azote pendant le cycle de la culture, donc tu peux peut-être te dire, allez, je vais peut-être réduire un peu la quantité de fertilité que j'amène au départ, quoi. Alors, donc vraiment dans les couverts qu'on peut semer en même temps que les cultures, alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de cultures, quoi, parce que en général, les cultures effectivement légumières poussent assez lentement. Alors vraiment, les seules cultures, moi, que j'ai vraiment réussi à faire vraiment en même temps et en plein avec des couverts, c'est tout ce qui est radis, quoi. Radis d'écone, navet, comme on avait parlé l'année dernière. Là par exemple dans ce cas-là, cette planche-là, j'avais semé donc du radis glaçon avec un mélange de couverts de légumineuses, févrole, lupin, trèfle, facélie, etc. On a ramassé le radis glaçon, donc là en fait il n'y a quasiment pas de perte de temps à la récolte, donc c'est bien. Ensuite on enchaîne par un couvert, donc là du coup qui se développe bien. Il faut savoir quand même qu'un couvert à base de févrole, de légumineuses comme ça peut permettre d'amener quand même entre 80 et 200 unités d'azote. Donc dans ce cas-là, on a fait une culture, un couvert. Là, on a semé de la betterave dans le couvert. Et là-dedans, si c'est pas trop enherbé, on va semer le seigle et la vesse velue dans les résidus. Mais là où il y a vraiment un point où c'est compliqué dans ce type de technique là, c'est autant planter des mottes dans un couvert roulé. Tu vois, ça c'est le fameux, ici c'était le fameux Meclin que j'avais rechargé avec le trèfle incarnat. Donc planter là-dedans, il n'y a pas de souci, hein, on va pouvoir planter des mottes facilement. Là on a notre mulch, là c'est très propre, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est tout ce qui est semi-direct, quoi. Parce que là il faut avoir un semoir qui puisse effectivement rentrer dans les résidus. Et là, voilà, donc nous, on n'a pas de mécanisation, donc là, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir les fameux semoirs de semi-direct, là, à disque ou à dents, ou alors qui rentrent là-dedans. Et pour avoir un semoir comme ça, il faut avoir du poids, quoi. Il faut avoir, je sais plus combien c'est, je sais pas, entre 100 et 300 kg par élément semeur pour pouvoir rentrer là-dedans. Donc c'est un peu compliqué. Alors après, on peut peut-être développer d'autres techniques. Là, c'est un peu des réflexions qu'on se fait, là, mais... c'est vrai que je vois des gens par exemple qui sèment des couverts, par exemple comme on fait là, seigle et vesse velue, mais dans les futures lignes de plantation, ils vont semer des couverts gélifs, quoi, par exemple comme du radis. Et l'idée c'est que du coup, ce couvert là meurt pendant l'hiver, et du coup, au printemps, tu as ton couvert qui expose entre les lignes de radis, qui est mort, tu vas rouler ton couvert. Mais au niveau de la ligne de plantation, comme tes radis seront morts, tu pourras passer avec ton semoir, tu vois. Tu n'auras pas tout l'enchevêtrement du mulch qui va t'embêter. Donc il faut qu'on essaie de développer ça. Je pense que ça peut être une des voies. Et sinon, bah voilà, sinon il y a aussi des techniques où, voilà, par exemple pour se mettre là-dedans, tu vas utiliser un rotofil ou tout ça. Moi j'ai essayé le rotofil, mais je trouve qu'en temps de travail c'est vraiment trop long. Nous ici là on nous a donné un scarificateur vertical à ski pour pouvoir ouvrir le couvert. Bon là dans ce cas là je me suis pas pris la tête, je l'ai fait avec la petite sarclette là, mais d'ailleurs c'était pas très long d'ailleurs, mais voilà, en gros c'est vrai que de semer en direct dans les couverts c'est jamais très facile et on n'a pas encore trouvé le
le meilleur système, quoi. Je reparle encore de mes couverts relais. Un truc qui a aussi bien marché, c'est donc semis d'un couvert dans une plantation de salade. Tu vois, en fait, on a planté, on a semé des couverts à base encore de légumineuses, donc févrole, lupin, pois fourragers, trèfle, et on a planté des salades. Et du coup, comme la salade était en avance, on a eu à la fois un développement des salades et du couvert. Et du coup, là, on a réussi à ramasser à peu près 80% des salades de la planche. Et après, le couvert, encore une fois, s'est développé. En gros, on a gagné un couvert, parce qu'après, on a laissé pousser le couvert 2 mois. Et on a rebroyé le couvert pour refaire une culture. Pour là, en l'occurrence, c'est un chou. Et après, on va encore une fois ressemer le couvert là-dedans. Donc du coup, là, on a deux cultures et un couvert et demi. Donc c'est quand même pas mal en termes économiques. Et alors, dans ces couverts, on utilise le fameux lupin. Alors le lupin, c'est génial. Regarde, Opaline. Car déjà, c'est très beau, tu vois. C'est une très belle feuille. Et en plus, ça fleurit, c'est magnifique. Et en plus, le lupin blanc, y a un peu un projet de recherche sur cette espèce-là, parce que ils font un type de racines particulières, des racines latérales. Donc je crois que c'est des racines protéoïdes, qui ont la faculté d'aller justement chercher le phosphate de manière assez exceptionnelle. Du coup, le lupin va justement permettre de rendre assimilable cet élément, quoi. Donc, c'est vraiment un type d'espèce qui est assez rare, hein, en espèce cultivée, c'est le seul qui le fait, ça. Enfin, il y a d'autres espèces qui vont effectivement rendre assimilable le phosphore, mais ce type de structure racinaire est assez unique, quoi. Donc voilà, mettez du lupin, c'est génial. Alors là, du coup, on est vraiment dans un schéma où on sème un couvert en plein. Donc là, on est sur un mélange sorgho crotte à l'air. Alors cette année, la fameuse crotte à l'air, hein, effectivement, au nom improbable. Cette année, on l'a inoculée par contre avec des bactéries spéciales, parce que quand c'est une plante qui vient d'Amérique, il n'y a pas forcément les bonnes bactéries présentes dans nos sols. Donc là, en l'occurrence, on est obligé de l'inoculer. Et c'est pas mal, elle se comporte pas mal, tu vois, on mélange, là c'est un peu un essai, on a mélangé donc du sorgho et de la crotte à l'air. Et donc tu vois, là la crotte à l'air s'en sort pas mal. Différentes doses de semis. Alors c'est important le sorgho quand même de le semer assez dense. Je crois que c'est 10 kg hectare la dose normale. Et là, il vaut mieux semer à 40 kg, parce que c'est vrai que l'idée c'est d'avoir des tiges plutôt fines, quoi. Et surtout que ça couvre très vite le sol, tu vois. Alors, dans ce cas-là, là on a semé dense, et là on a semé moins dense, tu vois. Et c'est vrai que là où c'est dense, évidemment c'est là où c'est le plus beau. Et surtout, c'est vrai que l'année dernière, donc tu avais vu dans les serres, ensuite on avait fait 2 modalités. On avait broyé le sorgho et un autre, on avait roulé le sorgho, qui était très haut, tu te rappelles, il faisait 2,50 m peut-être. Et on a planté de la jeune pousse là-dedans. Et c'est vrai que c'était assez beau visuellement, mais le problème c'est que comme on avait semé pas assez serré, je pense, ça avait fait des grosses tiges. Et quand on avait couché le couvert, du coup ça n'avait pas forcément bien couvert le sol, et du coup on a eu un enherbement de mouron là-dedans, tu vois. Du coup cette année, on a décidé de semer plus dense, afin d'avoir des tiges plus fines, et que comme ça quand on va le coucher, ça va mieux couvrir le sol, tu vois. Alors après, dans les couverts à essayer sous serre, il y a plein de choses à essayer. C'est vrai que dans les manuels de maraîchage, ils disent vraiment le sorgho plante en C4 et le sarrasin, c'est en gros peut-être les couverts où il y a eu les meilleurs résultats sous serre. Mais je pense qu'il faut essayer d'autres choses, tu vois. Notamment tout ce qui est espèces tropicales. Donc là, la crotte à l'air, c'en est une. Donc la crotte à l'air, c'est une légumineuse, donc c'est intéressant comme système. Je pense qu'il y a plein d'autres légumineuses tropicales à essayer. T'as le lablab, le niébé, t'aurais aussi d'autres espèces intéressantes comme là, nous on a essayé le sésame, on a essayé le chia. Là, on va essayer tout ça en mélange avec le sarrasin. Il y a la fameuse légumineuse, alors c'est quand je me rappelle. Je crois que c'est Sesbania rostrata.
16 Balia rostrata, qui serait la légumineuse qui absorberait le plus d'azote. Apparemment, elle serait capable d'absorber 600 unités d'azote en un an. Mais bon, après, il faut réussir à trouver des graines. Mais je pense que voilà, ça serait une des légumineuses à essayer sous serre. Ça serait pas mal, ça. D'absorber ou de produire? Elle absorbe l'azote dans l'atmosphère et grâce à des bactéries. Et effectivement, après, on remet cet azote dans le sol, quoi. Et donc, dans l'autre serre, tu as mis de la luzerne, c'est pourquoi? Alors, c'est la fameuse planche dont on avait parlé l'année dernière dans les tomates, là. Donc, on a une planche en essai avec la luzerne. Alors, on essaie de travailler avec la luzerne. Moi, j'y crois, mais la luzerne, c'est un peu compliqué quand même parce que ça peut être assez agressif. Donc, l'année dernière, on avait fait les tomates là-dedans. On avait semé la luzerne dans les carottes. On avait ramassé les carottes. On avait planté les tomates dans la luzerne. On avait fait 2 fauchages en cours de culture. Et après, on avait planté des épinards dans la luzerne, donc ça avait bien marché. Après, on a semé des fèves dans la luzerne, et là, ça n'a pas très bien marché. Alors après, c'est vrai que j'ai des agriculteurs qui sont venus me voir visiter la ferme, et ils me disaient qu'apparemment, c'est vrai que tout ce qui est févrole-fève, ça marche pas très bien avec la luzerne. Et là, ça a été le cas. La planche n'a pas très bien fonctionné. Donc là, on a tout broyé, et là, cette année, on va essayer de replanter des choses là-dedans. Je pense que ça a essayé parce que c'est une légumineuse qui est vraiment la racine est c'est un pivot, donc ne rentre pas forcément en concurrence trop avec le système racinaire des légumes. Mais c'est à nous après de trouver des itinéraires pour pouvoir l'intégrer. Moi, j'ai essayé de planter des salades, j'ai refait des planches dehors en plein champ. J'ai semé la luzerne et on a fait une planche de salade là-dedans. Donc ça a marché. En fait, je pense que la luzerne, il faut planter des légumes dedans, mais en hors saison, quoi. C'est-à-dire automne, hiver, début de printemps. Et après, à une période où là, la luzerne, elle est un peu dormante. Elle est complètement dormante. Et après l'été, tu la laisses grandir. Ça fait un magnifique couvert. Ça absorbe de l'azote. Tu la broyes et tu réessayes un plutôt une plantation de légumes d'automne dedans à essayer. Alors après, pour la ralentir, pourquoi pas mettre de la bâche plastique 10 jours ou 15 jours pour l'affaiblir un peu. On va essayer ça. Donc la planche qui était sous serre, c'était un semis en plein. Et là, on est en train de essayer de faire des planches où on sème en rang, quoi. Justement pour pouvoir ensuite plus facilement faire des semis ou des plantations sur le rang où il n'y aura pas de luzerne, quoi. Voilà, donc là on essaie un peu ça, tout en broyant. C'est vrai que j'avais vu des Américains, mais aussi des Canadiens qui essayaient un petit peu de développer ce système-là, de légumineuses entre les cultures, soit en broyant, soit en roulant. Il y a un nouveau rouleau Faca là, qui est sorti en France d'ailleurs, exclusivité française, le fameux Rolainsem, qui lui est un rouleau Faca qui passe entre les lignes de culture. Donc là c'est intéressant parce que là je pense que autant quand tu fauches, tu stimules la légumineuse, après elle repart de plus belle, autant si tu roules, je pense que c'est un moyen de pouvoir la calmer plus, quoi. Le semis de culture, en grande culture, semer du blé ou du colza dans la luzerne, c'est quelque chose qui est déjà validé. Ça permet quand même à des agriculteurs de réduire les doses d'azote de quasiment 100 unités, donc c'est énorme, quoi. Mais c'est vrai qu'en agriculture conventionnelle, eux, ils ont l'outil herbicide. Donc là, c'est de l'allier, c'est un herbicide qui va calmer la luzerne. Et nous, en maraîchage bio, on n'a pas encore d'outils de ce type, à part, comme je te disais, peut-être utiliser une bâche plastique pour calmer la luzerne un petit peu, le foutre un peu un coup, et qu'elle reparte après, tu vois, plus doucement, quoi. Et peut-être aussi, pourquoi pas, essayer des variétés de luzerne qui montent moins haut. Je sais qu'il existe des variétés de luzerne plus courtes, naines, là, donc on va essayer ça pour voir ce que ça peut donner, quoi. Mais je pense que c'est une bonne piste quand même. Luzerne et lotier. Lotier, c'est pareil, c'est aussi une plante à essayer. Alors, Maxime. Oui, Opaline. Après tout ce qu'on a dit dans cette super vidéo, ouais, t'as plein de compétences, t'as plein de choses à partager, mais t'as aussi besoin qu'il y ait des jeunes qui viennent t'aider sur ta ferme, parce que t'aimes transmettre. c'est sûr. Et du coup, est-ce que t'aimerais faire partie de l'école d'agroécologie voyageuse? Mais bien sûr, je suis carrément partant. Tu es pour l'idée que les idées se transmettent à travers les frontières? Bah surtout que c'est toujours intéressant, quand tu voyages, tu reviens toujours avec des idées un peu différentes, quoi, ça t'ouvre un peu l'esprit.
Ouais. Moi d'ailleurs, tu as vu, il y a plein de trucs ici que j'ai fait, que voilà, c'est des trucs que j'ai vus notamment à l'étranger. Donc, et puis surtout, bah voilà, si et puis, des gens peuvent toujours t'apporter justement, comme tu disais, des compétences que tu n'as pas forcément, quoi. Tu vois. Notamment, tu vois, nous par exemple, ici on n'est pas au top niveau tout ce qui est compétences mécaniques, mécanisation, tout ça. Donc mécanisation voilà. Pour les petites surfaces. Voilà, petite surface par exemple. Donc voilà, si quelqu'un peut t'amener voilà, des idées par exemple, ou alors son énergie pour t'aider dans ce sens, c'est quand même pas mal, quoi. Donc il y a la mécanisation petite surface. Ouais, il y a ça, ouais, principalement. Enfin, et après, je dirais, peu importe les compétences qu'il peut apporter, c'est surtout un regard, une vision globale, quoi. Quelqu'un qui va effectivement faire voyager, aller voir d'autres fermes, d'autres pratiques. Dans l'échange, tu vas forcément prendre des trucs, quoi. Que ce soit dans des secteurs où il te manque des compétences, ou même, voilà, ne serait-ce que sur l'agronomie pure. De toute façon, il y aura toujours des trucs à apprendre, c'est clair. Hein. Le maraîchage, c'est tellement complexe, il y a tellement de trucs à comprendre, à apprendre que, ouais. Et t'aimerais en apprendre un petit peu plus aussi sur l'arbre? Ah, sur l'arbre, c'est un étudiant qui va au Brésil, par exemple, après l'agroforesterie. C'est génial, c'est sûr. Bon, t'as vu, on a essayé un petit peu quelques lignes d'arbres en testant un petit peu ce type de pratique, mais c'est vrai qu'on ne maîtrise pas encore le sujet, donc c'est sûr que quelqu'un qui va aller voir ça là-bas va te ramener forcément des infos intéressantes, quoi. C'est sûr. Super. Donc voilà, en tout cas, merci Opaline en tout cas d'être venu encore une fois pour ta super vidéo. Et l'année dernière, ça avait quand même permis d'échanger avec d'autres maraîchers dans ce sens, donc ça a permis de faire avancer un peu le schmilblick. Donc merci à toi de donner tout ce temps pour faire progresser l'agroécologie. Et merci de m'avoir accueilli pour m'apprendre autant. Ah oui, écoute, c'est cool. Et à la prochaine, ça marche. Salut.